La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, nous retrouverons Elisabeth de Caligny pour parler d'une affaire incroyable, le pain maudit de Pont-Saint-Esprit et la CIA. C'est tout de suite dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Elisabeth, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, comment allez-vous ? Très très bien, avec une journée ensoleillée, on va dire. Ah bah écoutez, vous avez plus de chance que moi en Normandie, parce que alors moi c'est la Toussaint, ça va pas du tout. Ah non, ça va pas du tout, non, c'est pas possible, faut venir chez nous. Si. Alors vous avez été demandé par de nombreux auditeurs qui commençaient à s'impatienter. Bah oui, c'est ce que vous m'avez dit, j'en suis agréablement surprise, donc d'autant plus ravie de faire mon petit sujet aujourd'hui et de leur raconter une nouvelle belle histoire. Bien sûr. Alors nous revoici embarqués dans une histoire incroyable avec le pain maudit de Pont-Saint-Esprit et la CIA. Une affaire étrange qui a marqué les esprits dans la France de l'après-guerre va secouer la tranquillité habituelle des habitants d'une charmante petite bourgade, Pont-Saint-Esprit que nous connaissons bien puisque nous sommes pas très très loin de Pont-Saint-Esprit. Et tout commence le 17 août 1951. Oui, tout commence le 17 août 1951. Et cette affaire qui commence à cette date-là, en plein milieu d'un très bel été, où il n'y avait pas de chemtrails à l'époque, donc on avait un été sûr et chaud. Et ça va agiter la France, cette histoire-là. La presse va s'en emparer, vous allez voir comment. Et ça a notablement marqué les esprits, puisque des gens de la génération de ma mère en parlent encore. C'est vous dire à quel point c'est une histoire qui a vraiment troublé les têtes. Alors, qu'est-ce qui se passe le 17 août 1951 ? Vous avez deux médecins en ville, dans la petite ville de Pont-Saint-Esprit que vous avez évoquée, qui voient arriver en masse dans leur cabinet des gens. Il n'y en a pas autant d'habitude, et ils souffrent tous des mêmes symptômes. Et des symptômes quand même assez curieux, ils ont des nausées, des vomissements, des diarrhées, ils ont froid, surtout dans les mains et les pieds, et des vertiges terribles. Et alors, quand on les ausculte, on s'aperçoit qu'ils ont un rythme cardiaque lent, puisque leurs pulsations sont à 50 pulsations minutes, une tension artérielle basse, 7-8, c'est pas beaucoup, et une température basse également, puisque ils n'ont pas plus de 35 degrés de température. Donc, ils sont très embarrassés, ce sont des symptômes qui sont relativement atypiques, mais ils se disent, c'est peut-être une intoxication alimentaire. Sauf que, le même jour, quelqu'un décède, quelqu'un qui présentait ces symptômes. Quelqu'un décède, c'est un homme qui s'appelle Frédéric Mison. Il habite dans un petit village à côté de Pont-Saint-Esprit, à Carsan, et il décède brutalement de ses symptômes à l'âge de 55 ans. Et puis, ça continue. Dans la nuit qui suit, vous avez un garagiste de renom de la ville qui s'appelle Sauvet, et ce garagiste va faire un cauchemar absolument épouvantable qui va s'ébruiter parce que ça a suffisamment marqué et la victime et son épouse, puisque ce monsieur se voit en train, mais de façon comme si c'était un rêve lucide, vous voyez, c'était vraiment impressionnant. Il se voit en train de déambuler sur le boulevard Gambetta qui se trouve à Pont-Saint-Esprit. Il rencontre une femme qu'il connaît bien qui s'appelle Madame Lalande, sauf qu'elle a un petit inconvénient, cette Madame Lalande, c'est qu'elle est morte depuis 10 ans. Ah. Et oui, enfin dans les rêves, ça arrive qu'on croise des défunts. Oui. Et au lieu de la saluer, lui lance une baffe, mais alors magistrale. La dame se défend, ils se battent comme des chiffonniers, elle est en sang et ils veulent l'achever quand d'un seul coup, il y a une force irrésistible qui l'arrête, comme cette même force irrésistible lui a fait donner des coups à cette dame. Il se réveille en sursaut, sa femme est paniquée puisqu'elle a vécu, on peut dire, le cauchemar de son époux. Puisqu'il parlait à haute voix, il s'adressait manifestement à quelqu'un, il était très agité, il a carrément fichu tout en l'air dans la chambre, les draps sont par terre, la table de nuit est à l'envers, enfin bref. Et le problème, c'est que ce garagiste n'est pas le seul qui va souffrir de cauchemars qui sont très très réalistes. Et puis, il y a des gens aussi qui, même à l'état de veille, dans la journée, vont commencer à entendre des voix de défunts, des voix qui viennent de nulle part qu'ils n'identifient pas, et aussi, dans le meilleur des cas, des musiques célestes.
Le lendemain, certains patients se pressent toujours au cabinet des deux médecins et leur état s'est aggravé considérablement. Maintenant, ils tremblent, ils suent énormément, leur sueur sent très très mauvais. Et puis au bout de 48 heures, ça va se passer. Il va y avoir une petite accalmie, ça va aller mieux, mais ça va reprendre de plus belle et en s'aggravant. Alors, de plus en plus, ceux-là dont l'état s'aggrave vont être obligés de prendre la direction de l'hôpital parce qu'ils vont être dans de tels délires qu'on ne peut pas les garder à domicile et ils voient des choses absolument insupportables. 2 jours plus tard, le 20 août, ça a transpiré dans la presse puisque le Midi Libre commence à parler de cette histoire-là et explique quand même que cette intoxication alimentaire, puisqu'on pense que c'est ça au départ, a quand même fait 120 victimes. C'est énorme, en 3 jours. On explique qu'un malade en état de délire absolu a été transporté à Montpellier parce qu'on n'arrivait pas à le prendre en charge à Pont-Saint-Esprit. Le lendemain, la situation s'aggrave encore, les gens ont des convulsions, donc là on n'en est plus au vertige, voilà. Et il y en a qui passent de l'extrême euphorie au désespoir complet, qui veulent se suicider. Beaucoup, la majorité ont des hallucinations d'ailleurs qui les fait délirer. Et ça continue, le Midi Libre se refond d'un article en disant que cette fois, il y a 10 personnes de plus, ça porte le nombre à 130, qui sont malades, qui ont été diagnostiquées. 6 ont été hospitalisés, dont 3 enfants. Le lendemain, ce même journal continue de décrire l'état des malades et surtout des animaux. Parce que les animaux sont atteints aussi. On raconte notamment l'histoire d'un pauvre chat qui s'est mis d'un seul coup à faire des bonds absolument invraisemblables puisqu'il réussit à atteindre le plafond. D'ailleurs, il s'est tué comme ça, en s'écrabouillant la tête au plafond, en faisant un bond phénoménal, vous imaginez. Ah ouais. Alors, il n'y a pas que les chats, il y a les chiens aussi qui sont pris de comportements anormaux, qui font des bonds aussi, qui poussent des hurlements et qui finissent raide mort. Des basses-cours sont décimés, canards et poules sont pris de dinguerie et tombent raide mort également. Donc, ça commence à devenir très grave. Et c'est le 24 août que c'est un pic absolument phénoménal, puisque la situation est arrivée à un point de dégénération absolue. On voit dans la pauvre petite ville de Pont-Saint-Esprit, habituellement si calme, des ambulances de pompiers et des ambulances civiles passer de toutes parts. On croise dans la rue des personnes qui parlent toutes seules en poussant des hurlements le plus souvent et en gesticulant. Souvent, ces personnes sont débraillées ou en chemise de nuit ou à moitié nues. On voit un homme sauter d'un 2e étage, hilar, on l'avait vu arriver à la fenêtre en disant qu'il était un avion à réaction, il a sauté, il s'est cassé les 2 jambes et même avec les 2 jambes cassées dans l'état où il était, il a réussi à se relever et à faire 50 mètres jusqu'à ce qu'on arrive à le maîtriser. Et puis on croise des gens qui sont dans un état, alors il y en a un qui voit un bouquet de fleurs avec des grandes flammes rouges qui sortent de là. Beaucoup de gens vont décrire avoir croisé d'autres gens qui avaient de très gros nez, de très grandes oreilles, ce qui les terrifiait. Ces gens, parfois, ont des convulsions, comme je vous l'ai déjà dit, la bave aux lèvres. Et surtout, ils sont terrifiés, ils entendent des voix de défunts, ils sont poursuivis par des défunts. Certains ont l'impression de voir leur corps s'ouvrir, de voir des serpents en sortir, des flammes de métal fondu. Un autre va dire à un moment donné qu'il a l'impression que son cœur s'en va par ses pieds. Donc il hurle « rattrapez mon cœur, rattrapez mon cœur ». D'autres voient les murs et les plafonds saigner. Certains voient des nuages colorés foncer sur eux qui les enveloppent et ils savent très bien que s'ils sont rattrapés, ils vont mourir. Alors il y a des serpents géants à profusion, des flammes. Il y en a un aussi qui va hurler. C'est un facteur, alors lui, je crois de mémoire que j'avais vu quand j'avais préparé ce sujet il y a quelques années, on le voit interviewé. Il y a une interview de lui sur YouTube. Ce monsieur était facteur. À l'époque, il a 27 ans. Et lui, il est persuadé qu'il rétrécit, que son corps rétrécit. Donc, il est terrifié, évidemment. Il délire complètement. Et lui, il va finir à l'hôpital psychiatrique de Montpellier. Un gamin de 11 ans atteint va essayer d'étrangler sa mère, qui prend pour un monstre. Un ouvrier qui était tranquillement attablé avec d'autres collègues va se lever d'un seul coup, il tape sur la table, il hurle « Je suis mort, j'ai la tête en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre. » Et là-dessus, ils font se jeter dans le Rhône. Donc évidemment, rien ne va plus.
Alors, les familles de gens contaminés, la plupart des membres sont contaminés, mais ils n'ont pas forcément l'air crise au même moment. Donc, ils s'observent les uns les autres quand il y a eu un épisode de rémission pour voir ce qui va se passer avec sa mère, son père, ses enfants. Enfin bon, tout le monde s'observe terrifié en se demandant ce qui va se passer. Et tout ça, ça aboutit évidemment le plus souvent aux urgences de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit. On arrive même en brouette et en carriole. Ça arrive non seulement de la ville même, mais également des villages alentours. Et les médecins n'y comprennent rien. Et ils n'y comprenaient rien. Alors, ils interrogent les patients qui ont des moments de lucidité. Ceux-là les supplient de les soulager parce qu'ils ont peur que ça recommence. Ils savent déjà que ça va recommencer parce qu'il y a des périodes de rémission. Mais les médecins ne peuvent rien faire. Ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Parfois, ils ont des patients qui sont extrêmement violents, qu'on arrive mal à maîtriser. Il faut plus d'une dizaine de personnes parfois pour maîtriser un patient. Et la nuit du 24 au 25 août est terrible parce que ça afflue de partout. On ne sait plus quoi faire avec les patients. Alors, les premiers, quand on a commencé à saturer, on les a envoyés vers des villes voisines, enfin pas très proches d'ailleurs, Lyon, Montpellier, Avignon, Nîmes, Orange aussi. Mais maintenant, à un moment, on ne peut plus envoyer personne nulle part. Donc, ils sont parqués dans le jardin de l'hôpital. C'est le bal des fous. Il y en a qui grimpent aux arbres, ils sont à moitié à poil, ils poussent des hurlements. À 2h du matin, il y en a 40 comme ça qui sont complètement délirants. C'est une nuit d'apocalypse. Le 26 août, après cette nuit terrible, vous avez un couple de personnes âgées qui va décéder à l'hôpital de Montpellier. Et c'est catastrophique. Alors, dès le 24 août, les médecins avaient commencé à faire le rapprochement entre des symptômes qui ont déjà été identifiés, mais dans le passé. Et ces symptômes avaient un rapport avec la consommation du pain. Et donc, ils vont interroger leurs patients, ceux qu'ils vont visiter et ceux qui vont encore venir à leur cabinet, pour savoir s'ils mangent du pain régulièrement et où ils l'ont acheté. Et il va se trouver très rapidement qu'on va identifier qu'ils ont pratiquement tous acheté, pas tous, mais une bonne partie, leur pain chez un boulanger de la ville qui fait un très bon pain, qui est réputé et qui s'appelle Roquebriand. Et ce brillant va être immédiatement dans le collimateur, évidemment. Et évidemment, dans toute la ville, la rumeur se répand, n'achetez plus votre pain chez Briand et n'achetez plus de pain du tout. Donc tout le monde dévalise les marchands de biscottes, on ne mange plus de pain. Et les médecins se disent, bon, alors il y a déjà eu des précédents dans l'histoire de la médecine, et notamment au Moyen-Âge où on avait répertorié sous des noms divers ce type de symptômes qu'on appelait le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine ou la peste du feu. Et c'était des épidémies terrifiantes qui arrivaient ponctuellement où les gens devenaient dingues. Des fois, il y avait carrément un village entier. Il y a eu une histoire comme ça à Strasbourg, si j'ai bonne mémoire, où une partie de la ville dansait et faisait des choses absolument impossibles. Et on qualifiait à l'époque ces crises-là de possession par le démon. Donc évidemment, on cherchait toujours des coupables et ça se terminait parfois très mal pour certaines personnes. Mais c'est au XVIIIe siècle qu'un médecin allemand qui s'appelle Johann Daniel Taube, ce médecin va réfléchir. Il va se dire, bon, il y a un rapport avec le pain, ce gars-là va faire des études et il va en déduire au terme d'un petit essai qu'il va faire paraître en 1782 que ça viendrait de l'ergot. L'ergot de seigle. À l'époque, on fait du pain de seigle, on est plus avec le seigle qu'avec le blé blanc en tout cas. Et dans la farine de fabrication du pain, on trouve un champignon, très souvent, qui pollue cette farine et qui s'appelle l'ergot. Et cet ergot de seigle peut avoir des conséquences tragiques, puisqu'il fait perdre l'esprit aux patients. Donc c'est déjà vu au XVIIIe siècle, cette histoire-là, déjà identifiée. Pour autant, les épidémies continueront, et ça va de soi que comme c'est pas très fréquent, les bons docteurs de la ville de Pont-Saint-Esprit, pour l'instant, ils font pas le rapprochement tout de suite. Mais ils vont le faire quand même assez rapidement. Elisabeth, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Histoire insolite.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny pour écouter cette incroyable histoire de Pont-Saint-Esprit et du pain maudit. Alors, Elisabeth, au XVIIIe siècle, l'ergot avait été identifié. Il n'y a pas qu'au XVIIIe siècle que cet ergot avait été identifié. En 1918, les laboratoires Sandoz, qui sont des grands laboratoires suisses, comme chacun sait, et qui existaient déjà à l'époque, via un employé qui s'appelle Arthur Stoll, vont regarder de plus près la composition du pain et vont déterminer qu'il y a 12 alcaloïdes toxiques qu'on retrouve dans la farine, dont l'ergotamine, qui est un champignon des céréales. Ils vont continuer leurs recherches parce que ça les intéresse. C'est un laboratoire qui fabrique des médicaments et même avec des trucs parfois dangereux, on arrive à trouver des remèdes formidables. Et c'est ainsi qu'en 1938, un autre employé de Sandoz, qui s'appelle Albert Hofmann, arrive à synthétiser ce qu'il appelle l'acide synergique et qui est tiré de l'ergot de seigle. Et il y a des dérivés qui vont servir à élaborer des médicaments qui vont servir notamment, qui vont être utilisés pour faire baisser la pression artérielle. Donc voilà. Et alors Hofmann va continuer sur ses travaux sur l'ergot et ses substances alcaloïdes. Et il va travailler avec un certain professeur Reutlin. Et c'est avec ce professeur Reutlin qu'Hofmann, en 1943, va tomber sur autre chose. Et c'est totalement accidentel. C'est comme la tarte tatin, c'est par hasard qu'on découvre la propriété ou la saveur de quelque chose. Et là, en substance, qu'il va découvrir, c'est les propriétés hallucinogènes d'une des molécules de ce champignon, qu'est l'ergot de seigle. Et ça sera baptisé le LSD. Alors ça, tout le monde connaît. Ouais. Puisque le LSD a fait fureur dans les années 60 et dans les années 70, dans le milieu New Age et hippie, naissant. Et effectivement, ça a donné tout cet art psychédélique où on dessinait des choses très colorées et très emberlificotées. Et il y a une raison à ça. Et vous verrez ça, parce que je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Alors, toujours est-il que le lendemain de cette nuit tragique, du 24 au 25 août. Évidemment, maintenant, on ne rigole plus. Les autorités sont saisies et de fin limier, des enquêteurs de police vont aller interroger les patients victimes de ces problèmes-là, aussi bien dans la bonne ville que dans ses alentours. Et ils vont tous arriver, eux aussi, un petit peu aidés par les médecins d'ailleurs qui ont compris, vers le boulanger Roquebriant, dont la boulangerie va être immédiatement fermée, ce brave homme va être arrêté et immédiatement incarcéré. C'est quand même un peu rude pour lui. Mais bon, vous allez voir pourquoi c'est rude, parce que c'est pas si évident que ça, cette histoire. Et autour de leur enquête, chez les boulangers, parce qu'ils vont également enquêter chez les boulangers, ils vont s'apercevoir que dès le 12 août, un boulanger d'une commune voisine de Pont-Saint-Esprit, un boulanger de Saint-Geniès de Comolas, avait été voir son maire en lui disant « Écoutez, j'ai reçu de la farine du minotier, et il y a un truc qui va pas, cette farine n'est pas bonne et marchande, elle pue. Elle est bizarre et je ne peux pas faire mon pain avec ça. » Donc dès le 12 août, il y avait un truc qui s'était passé. Et puis bon, il n'avait pas fait son pain avec, mais l'épidémie va commencer un petit peu plus tard. Et donc ça met la puce à l'oreille des enquêteurs, donc ils vont le remonter jusqu'au minotier. Alors ils vont aller identifier 2 minoteries. Une minoterie qui se trouve à Saint-Martin-la-Rivière dans la Vienne et une autre qui se trouve à Châtillon-sur-Indre. Et alors, on va prendre des échantillons des farines qu'on trouve chez ces minotiers et on va s'apercevoir que dans la farine déjà du boulanger Briand qui est confiée au laboratoire de la police de Marseille, eh bien, on trouve le dangereux ergot de seigle, donc ce fameux truc qui donne le mal des ardents. Et donc, on commence à y voir plus clair et on se dit, on tient le bon bout, on sait d'où ça vient. Entre-temps, il y a une jeune victime de 25 ans qui est décédée de la maladie. Et l'enquête de police va continuer. On va resserrer les maillons autour de M. Maillet, puisqu'il s'appelle comme ça, le minotier de la Vienne. Il s'appelle Maurice Maillet. Et celui-là, hélas, comme le boulanger Briand, va se retrouver le 31 août, incarcéré par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Nîmes. Et on le soupçonne, ce brave homme, d'avoir incorporé dans sa farine de la farine de seigle avariée.
Et cette farine leur a été fournie par des boulangers de son village, dit-on. Donc la presse locale se déchaîne, c'est un drame. On explique également, pour en faire une mesure de plus, que ce minotier avait expédié, non pas au boulanger de sa commune pour pas être attrapé, mais à une autre commune de Bagnols-sur-Cèze, sa fameuse farine pourrie. Donc c'est horrible. Enfin bon, il en prend plein la figure via la presse. Mais la situation se complique. Parce que si on a envoyé au laboratoire de Marseille, qui est un laboratoire civil, non pas civil, enfin c'est pas un laboratoire militaire. Un laboratoire privé, quoi. C'est pas privé, c'est le laboratoire de police de Marseille. Mais c'est un laboratoire administratif, disons. Il y a d'autres échantillons qui vont cette fois être confiés aux militaires. Et au laboratoire des substances militaires de Marseille, donc échantillons de pain qui sont analysés, et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ergot de sel. Alors là, c'est la surprise. Donc le professeur Olivier, qui avait mené la première analyse, dit c'est pas possible, moi je sais ce que j'ai analysé, il y avait de l'ergot là-dedans. Donc ça ne tient pas debout cette histoire. Et moi je dis que c'est l'ergot de sec qui se trouvait dans le pain. Je ne comprends pas que le laboratoire militaire ne l'ait pas trouvé. Alors on va comprendre très vite. C'est que le professeur Olivier a analysé au moins 2 douzaines d'échantillons, alors que le laboratoire militaire de Marseille, lui, n'en a eu qu'un. Donc, il n'y en avait pas dedans, ça peut arriver. Et puis, on va apprendre aussi, via des fuites de la part des enquêteurs, qu'une seule balle de farine aurait été contaminée. C'est le journal Le Matin qui va rapporter ça et qui s'interroge d'ailleurs. Son article dit « Comment 13 quintaux de seigle ergoté mélangés aux 13 quintaux de froment ont-ils pu, après mouture, réunir tous les éléments nocifs dans un seul sac de farine livré dans le département du Gard ?» Bah oui, c'est bizarre. Parce que 13 tonnes plus 13 tonnes, ça fait 26 tonnes. Un sac de farine, je ne sais pas combien ça contient, mais ça fait des dizaines, voire des centaines de sacs de farine. Et il y en a un seul qui est contaminé apparemment. C'est quand même très étrange. Ouais. Alors, l'Union meunière du Gard, dont un de ses minotiers est mal pris, je rappelle que c'est Maillet qui est incarcéré depuis le 31 août, va déclarer par voie de presse pour contrer tout ça, que son boulanger n'y est strictement pour rien, son minotier non plus, et que tout ça, ce sont des histoires. La preuve, c'est que si c'était sorti de la minoterie de Maillet, où il a envoyé 26 tonnes de farine à droite et à gauche, on n'aurait pas retrouvé que dans un seul ballot. Donc ça ne peut pas être de sa faute. Bien sûr. Tout aurait été mélangé, ça aurait été dissous, il n'y aurait pas eu d'intoxication. Ou alors il aurait fallu des doses phénoménales pour que tout, sans exception, les ballots soient contaminés. Or, ce n'est pas le cas. Alors, l'association de la meunerie française, elle aussi, vient à la rescousse de l'Union meunière et du minotier Maillet, en disant que ça ne peut effectivement pas, à partir du moment où il y a un seul ballot qui semble avoir été contaminé, être le fait du minotier, qu'il y a eu un acte criminel qui a été réalisé sur un des ballots de farine, qui peut avoir servi très bien au boulanger de Pont-Saint-Esprit, et que donc le minotier n'a strictement rien à voir ici. Bon. Sauf que les victimes continuent. Il y a encore un monsieur de 79 ans, un certain Joseph Portal, qui va décéder. Et on se presse d'autant plus parce que les juges s'agitent, les inspecteurs de police aussi, pour essayer de voir ce qu'il en est exactement. Et finalement, la presse locale va comprendre assez vite que on ne peut pas accuser le boulanger comme ça. Il y a certainement d'autres causes. On lui fait un mauvais procès. Alors, si la presse locale met un petit peu le diapason en veilleuse, ce n'est pas vraiment le cas de la presse nationale. Parce que tout ceci a pris un essor national, évidemment. Et vous avez un grand journal qui s'appelle Le Figaro, que tout le monde connaît, qui, lui, va mener une campagne absolument terrible contre les parasites de l'ergot de seigle qui se trouvaient dans le pain du boulanger Briand, lequel est accablé, accusé d'empoisonnement collectif. D'autres grands journaux nationaux vont prendre le même diapason, donc ça devient un scandale national, si je puis dire. Et ça attire évidemment le pouvoir. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur qui se dit qu'il faut aller vite maintenant, parce que les populations sont retournées. Et le ministère de l'Intérieur va envoyer 2 faliniers, un adjudant-chef qui va être chargé de l'enquête et un commissaire de police de Paris. C'est pas si le nom, mais pas loin. Bon.
Oui. Enfin, en attendant, ces gens-là vont essayer de faire leur enquête et on tourne en rond avec l'ergot de seigle. Parce que les enquêtes qui sont faites sont intéressantes et iraient vers l'ergot de seigle, mais les analyses, comme je l'ai dit, commencent à se contredire. Et je parlerai d'autres analyses tout à l'heure qui ont été faites, et effectivement, c'est pas si gagné que ça sur le problème de l'ergot. En revanche, vient à la surface une autre substance qui aurait pu poser des problèmes de toxicité au point de mettre les gens dans cet état-là, qui s'appelle le panogène. Alors le panogène, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit fongicide dont le nom chimique s'appelle le dicyandiamide de méthylmercure, donc il y a du mercure là-dedans. Et ce mercure peut intoxiquer, comme chacun sait, on sait très bien les intoxications au mercure, ce que ça donne, et ce produit sert comme fongicide. C'est-à-dire que les agriculteurs vont se servir de ce produit pour que leur récolte ne soit pas atteinte de champignons. Sauf que mal dosé, le panogène, ça peut faire de sacrés dégâts. Donc on part sur cette histoire de panogène. Et puis il va y avoir un autre produit qui va être mis en cause, qui s'appelle l'agène. Alors ça, c'est un produit que les boulangers de l'époque commencent à utiliser bien comme il faut. Vous savez que pendant des siècles, on a mangé du pain noir. Ah ouais. Et là, après la guerre, le pain blanc est à la mode. Et pour qu'il soit bien blanc, on utilise ce produit, donc cet agène, pour le blanchir. Et il se trouve que le pain de Briand, du boulanger Briand, a une particularité. Il est beau, il est bien gonflé et surtout sa mie est très blanche. Donc maintenant, on n'accuse plus le boulanger Briand d'avoir fait son pain avec de la farine contaminée, mais d'avoir mis de l'agène dans son pain. Il se serait trompé dans les doses, donc il est coupable. Alors, c'est pas très bon pour lui, évidemment. Les juges vont continuer à enquêter, on va reparler d'expertise tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres gens qui se lancent dans des théories. Alors, il y en a un qui va trouver que ça pourrait être l'eau de la ville. Vous savez que quand on fait du pain, on mélange la farine à l'eau. Ouais. Donc, l'eau de Pont-Saint-Esprit aurait été polluée, il y aurait eu de l'eau de Javel, il y aurait eu des produits ammoniacaux, des phénols, des substances toxiques. Donc, ça pourrait bien être ça. Enfin bon, on part dans toutes les pistes les plus farfelues, mais en tout cas, vous allez avoir des victimes jusqu'au mois d'octobre 1951, pendant près de 2 mois. Ah oui, il y a des gens qui vont tomber malades et qui vont avoir des troubles. Il y a 300 personnes en tout qui vont être contaminées, dont 7 qui vont en décéder. C'est quand même pas rien. Alors, la machine judiciaire, comme je vous l'ai dit, s'est mise en marche assez vite, puisque dès cette nuit apocalyptique du 24 au 25 août, les enquêteurs de police sont allés à droite et à gauche. Et l'Académie de médecine, qui n'a pas été, saisie par un magistrat, a quand même décidé de faire sa petite enquête, puisque ça l'intéresse évidemment. Donc il y a 2 médecins qui vont réussir à obtenir des témoignages. Ils vont certainement interviewer les médecins locaux. Et donc 2 médecins commis par l'Académie nationale de médecine vont rendre des conclusions en faisant remarquer que les symptômes sont apparus majoritairement dans les 48 heures qui ont suivi l'ingestion de pain et qu'il fallait au moins 500 grammes de pain par personne pour que de tels symptômes puissent arriver. Donc ça donne déjà un petit aperçu, mais ça n'explique pas par contre, si on y réfléchit bien, pourquoi il y avait encore des victimes jusqu'au mois d'octobre 1951. Parce qu'il est évident qu'avec ce qui était en train de se passer, ne pouvait plus y avoir de farine ergotée qui traînait dans la région. Bien sûr. Alors, les analyses toxicologiques, je vous ai parlé de celle du professeur Olivier tout à l'heure avec la police de Marseille. Donc lui a dit qu'il y avait de l'ergot dans les échantillons de pain qui auraient pu effectivement causer les problèmes. Il y a un autre laboratoire, cette fois civil, celui de la faculté de médecine de Lyon, qui va conclure exactement de la même façon. Le 15 octobre 1951, le professeur Olivier va à nouveau analyser des échantillons de pain, mais également des viscères de gens qui sont décédés. Et sur des tests, il y a une centaine de tests qu'il va faire, et bien seuls 4 tests sont négatifs. Donc ça veut dire qu'il y a 96 tests qui sont positifs à l'ergot. Alors, il va y avoir également l'Office national interprofessionnel des céréales, qui lui va rendre des conclusions sur des échantillons. Lui va dire il n'y a rien. On ne s'étonne pas. Lui, il défend les minotiers, donc c'est pas un hasard. Il va y avoir également l'Union Meunière du Gard qui va faire ses petites analyses aussi et qui va faire sa petite enquête.
Et elle va expliquer que le boulanger Briand a bien été approvisionné par un répartiteur, qui est l'Union Meunière du Gard, et que ce répartiteur avait reçu livraison effectivement du minotier Maillet, qui est à Saint-Martin de la Rivière dans la Vienne. Il va y avoir à la suite de ça des échantillons qui vont être prélevés chez Maillet, 103 échantillons. Et on va s'apercevoir d'une catastrophe, c'est qu'il y a 99 échantillons qui sont impropres à la consommation et qui contiennent le fameux ergot. Sauf que les avocats de Maillet ne sont pas d'accord. Et ils demandent une contre-expertise. 2 contre-expertises vont être ordonnées d'ailleurs par le juge. Un qui sera confié au laboratoire de l'École française de la meunerie et l'autre au laboratoire de la répression des fraudes. Alors, si le premier laboratoire, celui de l'école de la meunerie, va dire il n'y a pas d'ergot de seigle, on ne s'étonne pas puisque ça soutient ça aussi les minotiers et les meuniers, eh bien celui de la répression des fraudes dit il y a un problème, il y a de l'ergot de seigle. Donc ça ne va pas arrêter. Il va y avoir des professeurs étrangers aussi qui vont s'allier pour faire des expertises avec des échantillons qui vont être donnés un petit peu partout et tout est contradictoire, on n'en sort pas. Et on examine les viscères et on retrouve du mercure à plusieurs reprises, ça je l'ai dit. Pas d'ergot dans ces cas-là. Quand il y a du mercure, il n'y a pas d'ergot. Bon, alors le juge de Nîmes, le juge d'instruction à Nîmes, là, il en peut plus parce qu'à chaque fois qu'il arrive une expertise qui dit s'il y a de l'ergot, il y en a une autre qui dit il n'y en a pas, il y en a d'autres qui disent il y a du mercure, il ne sait plus où donner de la tête. Elisabeth, on va marquer un temps d'arrêt, on prend notre respiration, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Alors, dans cette histoire de Pont-Saint-Esprit, dans cette histoire du pain maudit, on a retrouvé dans le corps des victimes des doses importantes de mercure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mercure là ? Parce qu'on trouve notamment dans une victime, mais des doses absolument ahurissantes de mercure. Alors, ce mercure, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux panogène. Il est employé par les agriculteurs pour empêcher les champignons sur leur récolte. Et il n'y a qu'une seule société qui fabrique le panogène. À l'époque, c'est la société Péchinet, qui est une société chimique dont tout le monde a entendu parler. Ouais. Donc le juge va envoyer des enquêteurs chez Péchinet. On va déterminer quels sont les clients qui ont été livrés. Et il se trouve que tous ces clients-là ne sont pas du tout dans des régions de France où les agriculteurs qui ont fabriqué le blé qui a servi à la farine empoisonneuse, ces récoltes-là n'ont pas été traitées avec ce panogène. Ce n'est pas les mêmes clients. Donc, ce n'est pas le panogène. Ça, on en est sûr maintenant. Alors, on ne sait pas quoi faire. Les enquêteurs vont aller ramasser tous les sacs qui sont chez le minotier Maillet. Il y en a 300 en tout. On va examiner avec minutie. On retrouve sur 2 d'entre eux des taches suspectes. Alors, l'ergot donne une couleur jaune-orangé et rose-orangé. Et le panogène peut-être un petit peu aussi. Alors, on ne va rien trouver sur les taches. Par contre, sur la farine qui était collée à l'arrière des sacs, à l'endroit des taches, oui, on va retrouver des choses. Enfin bon, finalement, on va plutôt dans l'histoire du panogène à un moment donné. On n'est plus dans l'ergot parce qu'on trouve rien de spécial. Par contre, on va se diriger vers le panogène. Sauf que il y a un hic. Parce que le boulanger Briand, il est toujours incarcéré, il est toujours accusé d'avoir empoisonné ses clients. Et le panogène, c'est un anti-champignon. Et le panogène, il empêche la levure de faire son effet dans le pain. Vous savez que le boulanger, pour que son pain soit bien levé et bien comme il faut, il met de la levure. Bien sûr. S'il y avait eu du panogène dans le pain de Briand, il n'y aurait pas le beau pain de Briand dont tout le monde vantait les mérites. Un pain gonflé, appétissant, à la mi-blanche et odorant. C'est pas ça du tout qu'on trouve. Donc, il ne peut pas y avoir de panogène. Puisque sinon, s'il y avait eu du panogène, le pain n'aurait pas gonflé. Or, toutes les victimes qu'on a interrogées sont formelles. Le pain qu'ils ont acheté chez Briand, qui est soupçonné de les avoir empoisonnés, était bien gonflé. Donc, pas de panogène.
Alors on va partir aussi sur d'autres trucs qui sont plus ou moins fantaisistes et on arrive à la phase de procédure. Et le procès va s'ouvrir en 1954, 3 ans après les faits. Et va y avoir... alors les victimes évidemment sont nombreuses, elles se sont portées partie civile, elles sont révoltées, le service d'ordre est dans les salles d'audience, les gens lèvent le poing, et le tribunal d'Uzès va condamner le boulanger Briand sur le fondement des vices cachés. Alors il sera pas condamné au pénal, pour la bonne et simple raison qu'on n'a jamais réussi à déterminer l'homicide involontaire. Ni l'homicide volontaire d'ailleurs. Donc ça sera un procès civil. Et il sera condamné, donc, ce brave Briand, dans le cadre du procès civil qui se tiendra à Uzès, à dédommager une veuve dont le mari est mort. Et il sera condamné, enfin il sera garanti par l'Union meunière du Gard. Alors évidemment, c'est une catastrophe pour ce boulanger. Le tribunal d'instance d'Uzès ne va pas partir sur l'ergot. Contre toute attente, et malgré les explications que je vous ai données il y a 2 minutes, il va retenir comme cause le panogène. Il va dire que c'est un acte involontaire probablement de la part de Briand, qui ne pouvait pas savoir qu'il y avait du panogène dans sa farine, mais enfin il va quand même être condamné. Mais c'est pour ça aussi que l'Union meunière du Gard, qui est le répartiteur, va être condamné à le garantir. Mais enfin bon, pour Briand, condamné, même si l'Union meunière le garantit, ça veut dire qu'elle paiera à sa place, il est fichu. Sa réputation est ruinée, il finira complètement dépressif, sa vie est fichue. Et il y aura des experts qui vont, parce qu'il y aura des appels évidemment sur cette histoire-là, ça ira en cassation, et jusqu'en 1973. Oui, quand même. Ça veut dire qu'il va y avoir 19 ans de procédure. En effet, oui. Et on ne saura jamais quel est le fin mot de l'histoire. Sauf que cette affaire-là va rebondir de façon tout à fait incroyable en 2009. En 2009, vous allez avoir un journaliste américain indépendant qui s'appelle Hank Albarelli, qui part sur un tout autre sujet, et pas du tout sur le sujet de l'histoire de Pont-Saint-Esprit. Il part enquêter sur la mort hautement suspecte d'un biochimiste qui s'appelle Frank Olson, Dr Frank Olson, spécialiste de l'anthrax, qui est décédé dans des circonstances absolument ahurissantes à New York en 1953. Ce type-là travaillait pour un service spécial de l'armée américaine, et dans un centre ultra secret, très exactement, celui de Fort Detrick dans le Maryland, où on traitait des programmes hautement classifiés pour les militaires, mais également pour la CIA. Et selon la version officielle, ce Dr Olson, qui serait d'ailleurs entre-temps, depuis un moment, devenu un étrange électron libre et qui racontait de drôles de choses, qu'il n'aurait pas dû raconter d'ailleurs, se serait jeté inopinément à travers la fenêtre fermée du building de l'hôtel où il séjournait à New York, pour aller s'écrabouiller sur le trottoir. Et on a dit qu'il était suicidaire, qu'il avait fait une crise de paranoïa aiguë. Et puis en fait, bien des années plus tard, il y aura une autopsie dont les conclusions révéleront qu'il n'est pas mort parce qu'il a fait une crise de dinguerie et il n'était pas suicidaire du tout. Il est mort de toute autre chose. On ne saura pas trop de quoi, mais on imagine. Donc Albarelli a décidé de faire une enquête. Et une enquête dirigée sur les opérations hautement secrètes menées notamment par la CIA durant la guerre froide. Et c'est comme ça qu'il va tomber sur l'opération de Pont-Saint-Esprit. D'accord. Alors il va tomber notamment sur des documents qui ont été déclassifiés dans les années 70. Parce que le président Gerald Ford, qui s'inquiétait des abus de la CIA, avait ordonné une enquête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des documents qui ont été déclassifiés qui sont ressortis. Sauf que la CIA, qui n'est pas complètement idiote, a détruit une partie de ses archives juste avant, parce qu'elles sentent elles vont venir, juste avant que cette enquête soit ordonnée. Donc, reste que quelques éléments épars de ce qui pouvait être intéressant sur des programmes ultra secrets menés par la CIA. Et c'est comme ça qu'Albarelli, qui consulte ces archives, va tomber sur des choses qui ont trait à cette histoire de Pont-Saint-Esprit. Et notamment sur un document qui relate une conversation entre un représentant des laboratoires Sandoz, j'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'il a mis à jour avec son employé Hoffman le LSD. Il va tomber sur une conversation donc, entre un représentant des laboratoires Sandoz et la CIA. Et c'est comme ça qu'il s'aperçoit que Sandoz fournit la CIA en LSD.
Ah oui. Et dans cette conversation, on s'aperçoit également que cet employé de la CIA qui parle de cette fourniture de LSD dit côtoyer Olson dans le cadre de programmes ultra secrets. Et dans le cadre de cette conversation, le représentant des laboratoires Sandoz explique à l'agent de la CIA que la substance qui a intoxiqué les habitants de Pont-Saint-Esprit, c'est pas de l'ergot de seigle, c'est du LSD. D'accord. Alors là, Albarelli est complètement scotché, il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il poursuit son enquête et il va tomber sur une opération secrète menée par la CIA dans le Gard en 1951 qui a été baptisée MK Noémie. Alors, il faut quand même que je vous parle vivement des programmes ultra-secrets américains après la guerre. Bon, camp de concentration, les Russes libèrent certains camps, les Américains en libèrent d'autres. Et sur quoi ils tombent ? Ils vont tomber sur des gens qui ont vécu des expériences absolument effrayantes menées par des médecins, et notamment avec des drogues. Les prisonniers ont subi, il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs, des injections de substances psychédéliques, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais enfin des psychotropes, des trucs absolument affreux, des drogues terribles. On leur a fait ingérer ou asséminer des germes pathologiques, enfin des tas de trucs. Et là, les Américains, plutôt que d'être horrifiés, sont vachement intéressés. Et puis ils savent aussi que les Russes sont tombés sur les mêmes trucs. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, tous les médecins qui étaient dans les camps, et notamment dans celui de Dachau, qui a fait beaucoup d'expériences de ce type-là, ils vont être interrogés par les services secrets américains, de l'armée, pour savoir ce qu'ils faisaient exactement. Et là, on s'est dit, ces nazis, il faut les récupérer, parce qu'ils ont des choses à faire pour nous, ils vont nous aider à développer des programmes, pour développer des armes bactériologiques, puisqu'on sait que les Russes vont le faire, ils sont tombés sur les mêmes trucs, donc eux, ils vont en profiter, on va faire pareil. Et c'est une opération qui va protéger, qui va être mise en place par l'armée américaine et la CIA, et qui va être mise en place pour exfiltrer ces médecins nazis, les protéger. Et cette opération va s'appeler Dust Bin. Et l'exemple le plus terrifiant d'opération de récupération des scientifiques nazis est celui du docteur Blom, Kurt Blom, qui va avoir en 1945 aux Américains avoir mené des expériences, notamment sur le virus de la peste, qui a testé sur des centaines de prisonniers dont la plupart sont morts, qui a touché à des tas de choses. Il va être jugé au procès de Nuremberg, ce type. Bien qu'il ait avoué son allégeance à Adolf Hitler, qu'il portait en vénération, bien qu'il ait avoué des nombreuses victimes de ses exactions, il va être déclaré innocent. Et il sera exfiltré par les Américains. Et il va être interrogé, il va se retrouver à Camp David, dans le Maryland, interrogé par les services, et ensuite, comme bien d'autres, intégré dans la United States Army Chemical Corps, qui travaille sur ses programmes secrets et ses drogues, et ses armes biologiques et chimiques. Et ça, ce programme-là, va s'appeler Opération Paperclip. Tout le monde en a entendu parler. En 1946, vous savez qu'il y a la guerre froide, ça a débuté avec l'Union soviétique. L'URSS a également récupéré des scientifiques nazis. Et maintenant, chacun de son côté, Russes comme Américains, travaillent avec des anciens nazis pour faire des programmes absolument affreux. Chez les Américains, les scientifiques allemands vont travailler dans les laboratoires secrets. Ils vont mettre au point et travailler notamment sur des trucs comme le Zyklon B, vous savez, c'était ce fameux produit qu'on mettait dans les douches pour asphyxier les gens. Ils vont mener des expériences sur des psychotropes. Il va y avoir des gens dans le cadre de l'opération Paperclip bien connus et qui vont être mis sur la sellette, mais sur le podium plus que sur la sellette, puisque ça sera le cas de Werner von Braun qui va développer le programme spatial américain et qui va être à l'origine de la création de la NASA. Donc il y a des trucs qui ne sont pas secrets. Mais enfin bon, tous ces gens-là, ils arrivent directement des rangs nazis. Et alors, c'est comme ça qu'en enquêtant, Albarelli va tomber sur autre chose. Il va tomber sur un programme ultra secret, totalement illégal, mené par la CIA de 1950 jusqu'au début des années 70. Dans un premier temps, ce programme qui va durer de 51 à 53 sera le projet Artichoke, qui va devenir après MK Ultra. Tout le monde en a entendu parler. Et le MK Ultra, c'est quoi ? C'est des expériences de contrôle mental, de manipulation sur des cobayes humains. Et qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là ? La plupart du temps, on leur injecte des drogues, des substances psychotropes et le fameux LSD.
On leur fait des électrochocs aux victimes, on leur donne on leur balance des signaux bioélectriques dans le cerveau. Ils ont des tortures mentales. Alors il y a un artiste à la CIA qui s'appelle Sidney Gottlieb, c'est un médecin. Alors lui, il est pire que les nazis, enfin équivalent en tout cas. Et lui, il va avoir la bonne idée de faire participer les universités américaines et les institutions psychiatriques civiles à ce programme-là. Donc il y a des milliers d'Américains qui sont des cobayes non consentants, qui sont en général des SDF, mais également des gens qui se retrouvent, dans des instituts psychiatriques pour des cas, des pathologies terribles comme la schizophrénie, qui vont avoir droit au programme MKUltra, à qui on va injecter du LSD et d'autres drogues. Et vous avez sur Internet et sur YouTube en particulier des interviews, je suis tombée sur 2 interviews comme ça, de gens qui ont survécu à ça et qui sont dans un état épouvantable. C'est vraiment une histoire incroyable. Elisabeth, on marque un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants pour écouter la suite de cette histoire incroyable. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Nous parlons aujourd'hui d'une histoire incroyable, l'histoire du pain maudit, l'histoire de Pont-Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, il y a même des gens qui ne s'en sont pas encore remis. Ça a été atroce cette histoire-là, de gens qui ont survécu à ça et qui sont dans un état épouvantable. Vous allez avoir des centaines d'étudiants en psychiatrie, de jeunes diplômés en psychiatrie, qui vont être rémunérés pour expérimenter ces drogues, qui vont accepter cela. C'est pas du tout exclu d'ailleurs, parce que sur les campus, le LSD a commencé à apparaître, que ces expériences-là aient donné lieu à ces grands mouvements de contre-culture américaine des années 60, où tout le monde... c'est les mouvements hippies, et on chantait à l'époque avec les Beatles, Lucy in the Sky was Diamonds, vous vous souvenez, ça parlait de ça. Et puis alors, il va y avoir mieux, c'est que la CIA, elle a des idées, vous savez. Elle va transformer certaines de ses planques en hôtels de passe. Alors, il y a des glaces sans teint qui sont mis dans les chambres, on divise les chambres, puis on demande aux prostituées de faire ingérer à leurs clients du LSD pour voir ce que ça donne. Puis on voit ce que ça donne derrière la glace sans teint. Alors, on voit quels sont leurs comportements sexuels, on voit s'ils arrivent à parler de secrets. Il y a même une maison de passe, comme ça, en plein centre de New York, à Greenwich Village. Et puis, il va y avoir des militaires aussi, qui vont être des victimes de tout ça. 6500, des agents du gouvernement, aussi dont des agents de la CIA, qui vont être drogués par leurs collègues à leur insu. Alors, certains s'en sont jamais remis, certains en sont morts. Mais pire encore, c'est que dans les camps de vacances, ils sont très... Vous savez que les Américains aiment bien les camps de vacances pour leurs enfants, la nature et tout. Ouais. Mais il y a des enfants qui vont subir des expériences monstrueuses avec des drogues, des tortures mentales, des abus sexuels pédophiles et également des irradiations avec des substances nucléaires. Je ne sais pas si vous voyez. Si. C'est là-dessus qu'Al-Barelli va tomber. Ça ne va pas se limiter aux États-Unis, le Canada est atteint aussi. Vous avez un Dr Cameron qui est vraiment un sale type, qui travaille à l'Allan Memorial Institute de Montréal. C'est un psychiatre pervers. Il va faire subir des traitements absolument épouvantables à des patients avec ces fameuses drogues, dont le LSD. Et certains rescapés, parce qu'il y aura beaucoup de morts, vont expliquer ça. Et j'ai entendu une des rescapées dans une interview qui racontait ça. C'est absolument atroce. Alors, le début de ces expériences s'est fait donc après 1943, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hoffman, avec le professeur, je ne sais plus comment, a découvert cette substance à cette époque-là, dans le cadre de ses travaux au laboratoire Sandoz. Et dès l'année 1950, la CIA qui a eu vent de ça va être approvisionnée en LSD par les laboratoires Sandoz. Puis alors on se dit, on va faire des expériences avec tout ça. On va vaporiser. Tiens, on va commencer par vaporiser par voie aérienne. Alors, ils vont commencer par vaporiser une division de l'armée. Ça va pas très bien marcher. Il faudrait trouver autre chose. On va rémunérer des militaires qui vont se porter volontaires pour tester les effets au départ. Ça marche pas terrible non plus. On se dit, c'est parce qu'ils savent. Alors, on va en prendre d'autres qui savent pas. Alors là, ça va pas être terrible, il y en a qui sont morts. Puis après, on va aller sur les populations civiles.
Et Albarelli va découvrir dans des documents déclassifiés du FBI que la division spéciale de l'armée américaine, qui est basée à Fort Detrick, a envisagé dès 1950 de contaminer le métro de New York. Il y a une note datée d'août 50 qui a échappé à la destruction des archives avant le début de l'enquête ordonnée par Gerald Ford. Et cette note, elle dit « Les expériences de guerre biologique devront être réalisées par des représentants de l'armée dans le réseau souterrain du métro new-yorkais en septembre 50 ont été repoussées jusqu'à une date indéfinie. » Ah oui, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, parce que je vais vous l'expliquer. En attendant, on va les pulvériser. On va faire des épandages de germes toxiques et de drogues à Antigua dans les Caraïbes, en Alaska. En Alaska, les militaires américains appellent ça les trucs brûlants. Il y a de l'anthrax aussi. Et puis, Albarelli va tomber sur la fameuse opération MK Naomi. Il faut savoir que la France, après la guerre, est quand même sérieusement infiltrée par les services américains, notamment la CIA, qui a été créée en 1947. Et il va s'apercevoir qu'il a été décidé dans le cadre de l'opération MK Naomi, dont il retrouve cette opération, elle a été vraiment menée à Pont-Saint-Esprit en 1951, il en découvre la preuve, qu'il a été décidé de pulvériser par voie aérienne du LSD. Puis ça n'a pas marché. Donc on a décidé de passer à autre chose, et on sait que les Français à cette époque mangent beaucoup de pain, donc on va intoxiquer de la farine. D'accord. Voilà ce qui s'est passé. Et alors il va découvrir également, en interviewant d'anciennes personnes qui travaillaient à l'US Army et qui ont décidé de parler, que l'opération française a effectivement bien eu lieu, mais que l'opération new-yorkaise du métro new-yorkais avait été différée à l'époque parce qu'on attendait les résultats de ce que ça allait donner sur l'histoire de Pont-Saint-Esprit. Et puis comme on a vu ce que ça donnait, on a dit on fait plus rien. Sauf qu'en 1956, il n'y a pas de raison, on reprend les choses. Donc 2 opérations auraient eu lieu à New York, avec des noms de code, Big City et Mad Hatter. Et ça consistait à faire rouler une bagnole autour de New York qui émettait, dont le pot d'échappement émettait du LSD. Enfin, c'est une catastrophe. Il y aura finalement, semble-t-il, via un certain George White, qui est aussi bien que le docteur Sidney Gottlieb dont je parlais tout à l'heure, des opérations sur les populations civiles et notamment des aérosols de LSD qui auraient explosé en 52 et 53 dans le métro de New York. Malheureusement, on n'en sait pas plus parce que tous les rapports qui concernaient les écrits de White ont été détruits en 1973. Donc c'est une catastrophe. On sait maintenant ce qu'il en est. Albarelli l'écrit dans son bouquin. Alors, en plus, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que dans ces papiers, il semblerait que les services français aient été mêlés à ça. Ah ouais. Ils aient travaillé avec les agents de la CIA. Et il y a une preuve irréfutable de ça. C'est un document non daté maintenant de la Maison-Blanche qui faisait directement allusion à l'opération Noire menée à Pont-Saint-Esprit. Alors, évidemment, lors de la commission Rockefeller, dont le président Gerald Ford, que le président Gerald Ford a demandé, ça va ressortir un petit peu, mais pas trop. Mais il y aura quand même ce document parmi les documents de la commission d'enquête Rockefeller. Et on s'aperçoit que sont mouillés Frank Olson, donc le savant sur lequel Albarelli enquêtait au départ, le fameux George White, le terrible, dont je parlais tout à l'heure, mais également un Français des services qui s'appelle Pierre-Jean Lafitte. Mais également l'ambassade de France. C'est vous dire. Ouais. Ça veut dire que cette opération aurait été une opération américaine menée sur des populations civiles avec la complicité des services français. C'est d'une extrême gravité. Ouais. Alors on va aller interroger les services français. C'est qu'Albarelli va pouvoir se démonter. Et il va demander au directeur de la DGSE de l'époque des explications. Qui va dire, mais pas du tout, vous rêvez mon cher, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, le bouquin d'Albarelli est très intéressant, il est pétri de détails. Il est sorti donc en 2009 sous le titre américain A Terrible Mistake. Il y a pas mal de journaux quand même qui en ont parlé en 2010, et pas des moindres en France, Le Monde, Le Figaro, L'Express, Le Point et d'autres, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Cette affaire avait bien été remise sur la sellette à cette époque-là, ça je m'en souviens. Alors, il y a une faille à tout ça, c'est qu'Albarelli, à part quelques notes que je viens de vous citer et très peu de choses puisque tout a été détruit, n'a jamais fourni de preuves formelles. Et donc, il y a encore des gens pour dire que finalement, on ne sait pas, c'est peut-être de l'argot de seigle, du LSD, c'est pas garanti.
Ça peut être une vue de l'esprit, c'est peut-être un ouvrage scoop qu'a sorti Albarelli, comme savent si bien le faire les Américains. Enfin, en tout état de cause, on a vu ce que donnait la procédure. Ça n'a pas donné grand-chose parce que les expertises étaient contradictoires. On n'a jamais eu la preuve formelle de ce que c'était de l'ergot de sec qui avait empoisonné les gens. On n'a jamais eu la preuve formelle que c'était le panogène ou le LSD ou ce que vous voulez qui a empoisonné les gens. Et on n'aura jamais la preuve formelle non plus que ce soit les services américains alliés aux services secrets français qui auraient, dans le cadre d'une opération MK Naomi, mis à mal les populations françaises. Donc cette histoire-là est un profond mystère, le restera. Mais en tout cas, ça reste encore, et ça je le dis, dans les mémoires, puisque quand j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur le sujet, eh bien des gens sont venus me voir en me disant « Ah mais oui, mais figurez-vous qu'il y a un membre de ma famille qui a été empoisonné par le pain. » On s'en souvient très bien. Voilà. Donc c'est une histoire fort intéressante. J'espère que ça aura plu aux éditeurs. Et on ne sait pas ce qu'est devenu le pauvre boulanger. On ne sait pas ce qu'est devenu le pauvre boulanger, à part qu'on sait qu'il est fini ruiné et complètement dépressif. En tout cas, je vais faire attention quand je vais aller chercher mon pain. Hein. Ah bah vous risquez plus rien. Je crois que ces opérations-là sont terminées. Vous avez assez des chemtrails. Hein. Oui, c'est ça. C'est sûr. Merci Elisabeth, c'était vraiment très surprenant comme histoire. Les auditeurs auront certainement apprécié, c'est certain. On se dit à bientôt pour une autre histoire. Eh bien écoutez, merci infiniment de m'avoir reçu, Alain. J'espère que cette histoire aura plu aux auditeurs. Si gentil de vous envoyer de charmants messages. C'était une histoire effectivement intéressante. J'essaierai de trouver pour la suite des sujets tout aussi passionnants. Voilà, donc je vous dis à bientôt. À très bientôt Elisabeth. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.